Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs et créatrices d'images et de sons. 2 fois par mois, nous vous proposons un grand entretien avec une personnalité du cinéma, du son ou de la photographie dont le travail artistique nous a marqués. Je m'appelle Thibaut Elie et je suis accompagné pour ce nouvel entretien de Maël Vial. Bonjour Maël. Bonjour Thibaut. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir un invité avec qui l'on va parler de texture de l'image, de logiciels et de couleurs. Bonjour Yov Moore. Bonjour Thibaut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre nom est familier des auditeurs de Négatif puisque nous avions évoqué votre travail avec le directeur de la photographie Jonathan Rigbourg lors du premier épisode. En effet, vous avez étalonné presque tous les films sur lesquels il a travaillé, à l'image de Mange tes morts, Scheherazade ou L'Angle mort, qui étaient présentés à Cannes cette année. Vous avez également étalonné le documentaire Free Radicals sur les cinéastes d'avant-garde, réalisé par Pip Chodorov, que nous avions reçu ce printemps. Avec vous, nous allons explorer un métier du cinéma peu connu, mais qui a gagné en importance depuis le tournant numérique de la post-production. Vous êtes celui qui manipule une dernière fois l'image d'un film, celui qui révèle et transforme ses couleurs, son contraste, sa texture aussi, avant qu'elle soit projetée au spectateur. La liste des films sur lesquels vous avez travaillé est longue, puisque selon IMDb, vous avez participé à plus de 128 films depuis 2008. Parmi ces collaborations avec des chefs opérateurs, nous pouvons citer Rui Poças, qui a tourné L'Ornithologue du portugais João Pedro Rodrigues, Les Bonnes Manières des Brésiliens Marco Dutra et Juliana Rojas, ou encore Frankie de l'américain Ira Sachs, un film qui était en compétition au Festival de Cannes cette année. Il y a également David Chizalé, connu pour son travail d'opérateur sur Mustang et Kings, de la réalisatrice franco-turque Denise Gamze Erguven, ou encore Le Sens de la Fête, des réalisateurs français Olivier Nakache et Eric Toledano. Autre chef opérateur, Alexis Kavirchin, qui a travaillé sur les films français Perdrix d'Erwan Leduc et La Douleur d'Emmanuel Finkel. Vous avez aussi travaillé avec le chef opérateur taïwanais Mark Lee Ping-bin sur l'image des films L'Éternité et La Balade de l'Impossible du réalisateur français Tran Anung. Enfin, nous pouvons citer les derniers documentaires du réalisateur chinois Wang Bing, notamment Argent amer et Les âmes mortes. Ces films, votre parcours, vos méthodes de travail, l'évolution de votre métier à l'aune du numérique, nous allons parler de tous ces sujets avec vous dans ce nouveau grand entretien de Négatif. Une première question, Yov Moore, vous êtes mentionné comme étalonneur, parfois comme coloriste ou encore comme Digital Imaging Technician, ingénieur de la vision en français. Mais vous, comment vous définissez-vous ? En fait, c'est différent. Non, en fait, étalonneur, ça vient vraiment du film du 35 mm. Donc, à cette époque-là, on appelait ça un étalonneur, qui étalonnait donc le développement des Rush 35, que ce soit par la chimie, par les points de couleur et tout ça. Et petit à petit, avec l'avènement du numérique, finalement, le non-coloriste est venu plus naturellement, en fait, puisque on se retrouvait à manipuler une image de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus intrusif que le 35, qui avait quelque chose de beaucoup plus large. Mais c'est le digital qui a vraiment lancé le truc. Donc, du moins, le non-coloriste est venu plus naturellement avec les outils numériques, en fait, la manipulation numérique. Donc, quelque chose de plus, comme je disais, plus intrusif dans l'image. Donc, c'est plutôt ça, cette évolution du nom du métier, quoi. Après, quelle définition vous donneriez personnellement à votre métier ? Moi, j'ai envie de dire, mon travail, c'est suivre un point de vue et une idée d'un réalisateur et d'un directeur photo et de les accompagner par mon travail de l'image, c'est-à-dire de m'assurer que l'image soit proche d'une vision, d'un point de vue d'un réalisateur et d'un chef-op. Ça, c'est mon métier, c'est un travail d'empathie et de comprendre, voilà, de se mettre à la place de l'autre. Alors je dis ça, c'est mon métier parce que je ne suis pas du genre à imposer un point de vue. D'ailleurs, c'est pas mon point de vue, c'est pas mon film, tout simplement. Mais d'accompagner, c'est ça mon travail, d'accompagner le travail de l'image en post-prod jusqu'au film fini, quoi, en fin de compte, c'est ça. Vous vous projetez dans la vision d'un chef opérateur. Est-ce que ça peut aussi être en amont du tournage ? Oui, alors c'est intéressant parce que, bon, je le dis juste maintenant, mais pour moi, le dernier mot, c'est le réalisateur, c'est pas le chef-op. Ça, c'est clair pour moi. Donc, ça m'arrive parfois d'avoir des réalisateurs qui me contactent directement, qui échangent leur scénario même avant le chef-op. Parce que parfois un peu étrange, mais c'est peut-être aussi dû aux rencontres
et que finalement ils demandent un peu plus, qu'ils savent que j'ai fait plusieurs films, donc ça a donné une sorte de palette. C'est pas dire que je suis une encyclopédie, que je connais tout, mais ça permet de mieux comprendre des courants et des sensations. C'est-à-dire que avant qu'un chef-op arrive, parce que quand un réalisateur choisit un chef-op, c'est vraiment, il le prend pour ce qu'il sait faire. Il y a la partie humaine, mais aussi son savoir-faire en lumière et en cadre et sa manière d'exprimer à l'image, le travail d'un réalisateur. Mais moi, je suis un peu plus éloigné, c'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui fait partie de la création. Donc parfois, c'est plus simple de me parler à moi, parce que je ne suis pas à la source de la création. Donc parfois, j'ai des échanges en amont. Ça arrive, ça c'est une catégorie, parce que tous les films et tous les réalisateurs, c'est différent. Ou sinon, j'en ai d'autres où des chefs-op discutent avec moi avant, c'est-à-dire que ça peut être même de façon technique, au choix de caméra, des choix d'optique, des lumières, la manière de traiter l'image en post-prod, la manière aussi de régler les caméras pour capter l'image. Il y a aussi ces échanges-là aussi en début. Mais alors c'est drôle, mais ça revient à une histoire, c'est que souvent les réalisateurs étaient contents parce que je lis les scénarios, mais de plus en plus, en fait, j'aime pas lire les scénarios. C'est-à-dire que je pense que je suis plus utile à partir du montage, quand le film est trouvé et monté. Alors c'est pas dire qu'il n'y a pas des échanges avant, des tests caméra, mais je préfère pas être trop intrusif, du moins trop à la source, et me faire des idées du film, voilà. Parce que c'est les idées du film, c'est le réal et le chef-op, c'est pas moi. C'est pas mon travail. Moi, je suis là pour accompagner. Ça dépend vraiment des films. Il y a d'autres films où je suis plus dedans et d'autres moins, mais voilà. Donc ça peut être avant, bien sûr, souvent, parce que c'est souvent des tests caméra, des tests de peau, des tests de vêtements, des tests de lieux, ça peut être différents tests avant de se lancer dans le tournage définitif, quoi. Donc oui, ça peut être avant ou après. Inspiré d'un fait divers, le film raconte une histoire d'amour à Marseille entre deux jeunes marginaux, donc Zachary, 17 ans, qui sort tout juste de prison et qui est à la rue, et Scheherazade, un peu plus jeune, qui gagne sa vie en se prostituant et qui va l'accueillir chez elle. À quel moment avez-vous intégré ce projet ? En fait, Jonathan m'en avait parlé, on va dire quelques mois avant de ce projet. C'était juste des échanges pour parler de l'histoire, de tout, des ambiances, et où Jonathan essaie de se provoquer aussi, parce que Jonathan, il aime bien se mettre en danger. Donc ça peut être aussi, on a parlé beaucoup sur les sensibilités caméra, comment provoquer du bruit, comment provoquer du grain, comment provoquer des défauts, du moins, des retranchements. En amont du tournage, vous en avez déjà parlé ? En amont, parce que c'était quelque chose qu'on a souvent parlé, même sur d'autres films. Mais comme lui, il essaie tout le temps de pousser les choses et que surtout le film s'y prêtait dans cette sorte de violence, dans cette texture. On cherchait une violence dans Marseille. Il avait vraiment envie de fouiller, de creuser. Donc on avait fait quelques tests, mais c'était assez rapide avec Jean-Bernard. Et on avait fait des tests pour manipuler. Donc on avait défini un look, en fait, un type d'image. Donc oui, il y a eu ces essais caméra. On a fait essais caméra pour trouver aussi un look et une matière au film. Et donc, comme je disais, ça servait au montage au niveau des rushs. Alors c'est là où c'était devenu un peu plus... C'était intéressant, parce qu'au résultat, en fait, du montage, parce que moi, j'essaie de voir le film avant de commencer l'étalonnage pour pas perdre du temps. C'est-à-dire, ça peut être des liens Vimeo, des trucs assez... Pas dans les meilleures conditions, mais au moins sentir le film et de voir ce qui se passe. Et les premiers jours, Jean-Bernard n'était pas là, parce que lui, il était en montage son, mixage son, en même temps. En fait, il se retrouvait au son, et nous, il nous a laissé 1 ou 2 jours. Jonathan et moi. Pour faire tout l'étalonnage du film ? Non, l'étalonnage du film, il était sur... je crois qu'on avait fait sur 8 jours, et après 2 jours plus tard. Pendant 2 jours, vous étiez seul avec le chef opérateur ? Voilà. En fait, on a reçu le film. Donc le film, quand on le reçoit à l'étalonnage, on reçoit avec les rushs natifs, donc de pleine qualité. Donc c'est de meilleure qualité que le montage. On a quand même le look qu'on avait défini pour le montage, pour les rushs de montage. Donc on se retrouve avec le même setup, la même image, en fait. Et là où c'est intéressant, où Jonathan il est vraiment ouvert d'esprit, c'est que quand j'ai regardé l'image, parce qu'en fait, avant que l'image soit celle qu'elle est maintenant, elle était beaucoup plus, on va dire, désaturée, entre parenthèses, plus humble, faussement modeste, on va dire, quelque part, et finalement pauvre, mais pauvre en vie. Et moi, c'est ce que j'avais ressenti. Donc je dis à Jonathan, je pense que, vu ce qu'on filme, ce que vous avez filmé, vu ce qu'on filme, c'est pas moi, mais vu ce qui a été filmé, vu les jeunes, cette vie-là, en fait, le film ne ressemble pas, du moins en couleur, ne ressemble pas aux jeunes, en fait.
On est beaucoup trop humble et beaucoup trop retenu, en fait. Et donc, sur ces 1 ou 2 jours, avec Jonathan, on a tout fait exploser. Mais vraiment exploser en couleurs, exploser tout ça. D'être dans ce chaos, d'être dans cet esprit de vie, en fait, réellement. Et le mercredi, et Jean-Bernard est arrivé, et c'était mes grosses crises cardiaques. Mais vraiment, la souffrance, que le problème en étalonnage, c'est que souvent, avec les réalisateurs, eux, ça fait des semaines, des mois, qu'ils montent sur une image, et ils s'accrochent. Et ils s'accrochent à cette image. C'est quelque chose de très personnel. Ils ont manipulé, ils ont changé l'ordre des séquences, ils ont fouillé au montage, toujours avec ce même rendu d'image. Donc tu leur donnes quelque chose de complètement nouveau, même s'il y a vraiment un sens à cette image, c'est une souffrance. C'est très difficile, et ce qui est complètement compréhensible. Je veux dire, c'est pareil pour la musique classique. Tu peux entendre une interprétation différente, moi ça me fait mal. J'adhère pas autant sur cette interprétation. Là c'est ça, c'est tout d'un coup une claque. Donc ça lui a pris un peu de temps pour accepter la machine. C'est-à-dire qu'on a même eu le producteur qui est venu, parce que les gens doutaient sur ce qu'on avait fait. Vous lui avez expliqué votre démarche d'abord ? On a tout expliqué. On a expliqué réellement que ça avait un sens de vie quelque part. Mais c'est dur. C'est dur. Puis après, selon les réals, il y a acceptation dans le sens ok, bon, c'est ça qui est juste, allons-y, quoi. Parce que là où c'est important, c'est qu'il y a un moment, tu as l'impression d'avoir, quand on a choisi cette image, c'est qu'à un moment, elle vibre, elle sonne. Mais elle sonne qu'il y a quelque chose de juste. Donc on s'est dit avec Jonathan, on se bat pas pour rien, en fait. Je pense que c'est juste au film, en fait. Et là où Jean-Bernard était malin, c'est qu'il a compris. Il a compris, ça a pris du temps, parce que l'étalonnage a été assez difficile, parce qu'on était dans le speed, parce qu'il y avait Cannes. Donc on se retrouvait à travailler le matin, parfois l'après-midi. C'est assez bordélique, on va dire. Donc ça te met pas en confort. Donc un étalonnage avec une tension de rendre un film et en même temps en travaillant sur du son, en même temps, c'est juste l'enfer. En fait, il faut vraiment être posé. Mais là, non. Et ce qui est bien, c'est que ce film, que ça soit le bordel comme ça ressemble au film. Donc c'est parfait. Là, je veux dire, c'est parfait. Il y a des films qui ont cette énergie dès le départ. Ça a été fait de cette manière-là, quoi. Justement, vous parliez d'images un peu désaturées. On a tendance à s'en remettre beaucoup plus à l'étalonnage maintenant avec l'apparition de nouveaux outils numériques, surtout avec le souci de capter une image propre qui laisse le plus de marge de correction possible à la post-production, mais qui a un souci qui prend parfois le dessus sur celui de lui donner de la personnalité. Est-ce qu'on n'a pas tendance à trop faire confiance à ce travail de post-production aujourd'hui, quitte à avoir des images qui sont un peu sages et qui se ressemblent toutes ? Et est-ce qu'on ne s'habitue pas au montage à une image entre guillemets standardisée qui risque de rester un peu là où elle en est ? Alors, par rapport à ça, il y a quand même un truc que je remarque, c'est que ce côté standard, et je pense que c'est un vrai problème. Alors, standard, il y a plein de mots, parce qu'en fait, je veux dire, c'est plutôt les mêmes réflexes. C'est-à-dire que souvent, tu as les nostalgiques du 35 qui vont chercher le look 35, même en numérique. C'est-à-dire sans réfléchir au sens que ça a le 35, parce que je vais juste revenir à un truc, mais c'est vrai que par exemple, si je compare le 35 et digital, le 35, tu peux placer la caméra à peu près n'importe où. Quand tu développes et tu fais le rendu, c'est très étonnant. Parce qu'il y a une indépendance, une espèce d'indépendance de la texture de cette matière-là qui est très étonnante et très généreuse. Donc elle est souvent très belle, malgré que tu as pris une lumière naturelle dans un lieu qui pour toi, normalement, ne devrait pas être étonnant, il y aura toujours quelque chose de spécial. C'est presque de l'indicible. Il y a quelque chose d'étonnant. En digital, par contre, c'est zéro cadeau. Alors que si c'est moche ce que tu fais, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite sur le retour. C'est-à-dire que vraiment, tu as tout de suite ce résultat. Après, le digital comme en photo, pour l'humaniser et pour le rendre personnel, en photo, on a compris très tôt qu'il faut manipuler l'image. C'est-à-dire que c'est par la couleur, le contraste, la saturation, tous ces éléments-là, on sait qu'il faut manipuler cette image pour se rapprocher de ton point de vue. Parce que le digital brut, direct, elle est assez dure et froide et directe. Mais parfois, des films ont besoin de ce rendu-là. Hein. C'est pas une généralité. Mais souvent, on la remanipule pour la rendre personnelle. Le 35, il est tellement indépendant qu'il avait tout de suite une personnalité au développement. Même si tu faisais pas encore toutes les retouches, il y avait une personnalité. Et pour revenir à cette question de standardiser, il y a beaucoup de films en digital où on va rentrer dans un workflow film. C'est-à-dire on va appliquer des looks qui sont plutôt proches de Kodak ou de Fuji ou tout ce qu'on veut, parce que c'est des choses qui sont assez facilement applicables. C'est presque comme de l'Instagram, quoi. C'est comme des filtres Instagram, ça va très vite.
mais c'est juste agréable. Alors, c'est pas dire que ça a un sens. Je parle de ressenti de matière. Bon, bien sûr, il y a l'acteur, il y a tout ce qu'il y a. Je parle juste de la matière elle-même et de la couleur. Donc, beaucoup de gens vont se servir de cette nostalgie du film, en fait, pour faire des rendus. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de films qu'on se look film. Et ça fait pas avancer le truc. Pour moi, le digital, ce qui m'a... Alors, quand ça devient un réflexe, parce que moi, j'ai rien contre de tirer de la matière 35, ce qu'on pouvait aimer, que ce soit du grain, du contraste ou des couleurs, et de l'appliquer au digital. Parce que pour moi, le digital, tu peux totalement le manipuler. Ce qui est intéressant, c'est la manipulation par rapport à un point de vue. Mais il y a ce côté standard, comme je te dis, où tu retrouves des mêmes images, tu dis, bon, ok, lui, il est passé par ce cheminement-là et on a vraiment l'habitude. Et moi, ça me pose beaucoup la question de la génération, que ce soit YouTube ou Snapchat ou tous ces éléments-là, de cette génération d'images digitales. Eux, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus pour faire avancer l'image, en fait. C'est-à-dire de comment accepter des rouges, accepter des bleus, parce qu'il y a beaucoup de chefs-op qui ont des types de bleus, qui vont se partir plus d'un côté filmique. Alors, il y en a qui seront plus cyan, plus magenta, mais il y a quelque chose de filmique dans le rendu du bleu. Et pas des bleus purs ou des bleus qui sont hors normes, qui pourraient être inconfortables, mais qui peuvent créer une sensation ou une émotion. Ça, c'est ça qui manque. Parfois, c'est dû au manque de temps, parfois, c'est au manque aussi de réalisateurs et chefs-op qui sont finalement reposés, parce que beaucoup de gens étaient rassurés par le 35, tout le monde était content en regardant le rendu 35, mais ça ne fait pas avancer les choses. Mais alors, c'est juste un exemple très simple. Bon, c'est un chef-op qui était assez connu, qui dit « Ouais, mais bon, alors le digital, le problème, c'est qu'il y a trop de solutions. Il y a trop de chemins. » Et en fait, c'est pas ça, non. C'est juste que tu sais pas où tu veux aller. Et c'est là où la grosse différence, celui qui sait où il veut aller, c'est le réal. C'est-à-dire que le digital, pour mon point de vue, a donné la force au réalisateur. Parce qu'avant, le réalisateur, tu pouvais lui cacher. C'est-à-dire que sur un plateau, quand tu es en 35, tu fais confiance à ton chef-op. Tu as peur que ce soit sous-ex, que ça passera pas. Donc le chef-op, tu l'écoutes et tu as cette magie-là. Et souvent, la belle magie, quand tu le développes au labo, waouh, c'est super beau, tu avais raison. Mais en fait, le digital, comme il y a ce retour, le réal voit tout de suite que c'est pas juste. Et ça a redonné ce pouvoir au réalisateur. Un qui m'a dit ça, c'est Finkel. Finkel m'a dit, depuis que je fais du digital, j'ai l'impression de reprendre possession du film. Avant, il disait c'était vraiment le chef-op qui faisait son truc et moi, je suivais parce que je connais pas tout ce qui va derrière, quoi, en fait. Et il y a un pouvoir qui s'est déplacé du chef-op au réal. Ah ouais, et ça j'adore. Et c'est ça j'adore, c'est que le réal, il va te donner des solutions dans ton image, même si c'est pas technique, même si c'est même pas de la couleur. Je parle juste de sensations, d'émotions, de mots qui peuvent être totalement contradictoires. Il va te donner les solutions dans soi-disant le digital est quelque chose de sans fin. Mais en fait, non, pas du tout. C'est le réal qui te le dit. Ou l'image. Je prends Sherazade, c'est l'image qui l'a dit. C'est les jeunes. C'est les jeunes qu'on a vus tourner. On a dit, tiens, on leur applique ça dessus, mais ça marche pas du tout. Il faut qu'on vibre avec eux, il faut qu'on leur ressemble. Et ça a enlevé beaucoup de pouvoir au chef-op. Après, je comprends les discours de chef-op qui disaient, ouais, mais bon, en digital, ça te donnait trop de pouvoir à l'étalonneur et tout ça. Il y a du vrai, ça dépend des mentalités. C'est pas l'idée de faire de la rétention ou d'être un gros technicien avec des dogmes. Parce que le problème, c'est quand tu as des gens qui ont des dogmes avant de commencer son film. Parce que les dogmes, c'est le film qui les applique. Mais c'est... je m'égare, mais... Voilà, donc c'est ce que je voulais dire tout simplement, c'est que je pense que le digital, la standardisation, elle est aussi par les aides et l'écriture. Hein. Parce qu'en fait, tu vois beaucoup de trucs, tu sais, les scénarios qui sont un peu trop ronds, qui ont perdu du pic, c'est-à-dire d'avoir fait trop de réécriture. Cet arrondissement, il va jusqu'à l'image finale. Donc tu vas retrouver les mêmes images. Et en fait, c'est vraiment une énergie du début, en fait. Elle te lisse. Même moi, à mon étape, c'est lissé par tout ce qu'il y a avant. Par le montage, par la manière dont ça a été tourné, la manière dont ça a été écrit. Tout ça, je vais en arrière, mais dans ce sens-là, tu réinventes pas le truc. Après, je dis ça, il y a des situations en étalonnage où ça a sauvé des films. Ça les a mis à une autre portée, quoi. L'étalonnage, c'est aussi un travail technique où vous allez peut-être corriger des lumières qui étaient trop vives ou des noirs qui étaient des ombres qui étaient trop fortes. Est-ce que ce travail, vous le faites en amont avec le chef opérateur ou est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi intervenir, par exemple sur Sherazade, une fois que le réalisateur arrive dans votre studio pour l'étalonnage? En fait, ça dépend de qui, parce que si tu prends un film commercial, il y a ce côté, ouais, bon, tu t'occupes des noirs parce que c'était trop dense hein, sur tout le film, le mec il se barre, quoi.
Mais si tu prends un film d'auteur, non, parce que ça fait partie de la sensation. Donc même ces choses-là qui sont techniques, qui sont normalement des raccords, des problèmes techniques à corriger, il faut que le réel soit là. Parce que c'est une question de sensation. C'est vraiment que dans les produits, on va dire, où tu as ce côté, bon les gars, je vous laisse tranquille, tu peux corriger tout ça et je repasse demain et on mate, quoi. Ça, c'est 2 méthodes. Donc il y a 2 manières, en fait. Voilà. D'accord. Réellement 2 manières. Et jusqu'à quand vous pouvez intervenir et modifier l'image du film? Jusqu'où je peux intervenir? Jusqu'où, oui. Ouais. Réellement, je peux intervenir sur le cadre. Ça peut être des recadrages et tout ça. Dans les cas extrêmes, ça m'est arrivé de transformer des films en scope ou inversement. Et ça dépend des chefs-op. Il y a des chefs-op cool qui peuvent... C'est pas une histoire d'une lubie de dire « Tiens, moi, j'ai la bonne idée du moment ». C'est qu'à un moment, ça m'est arrivé de voir des films où tu sens que la caméra n'est pas assez en avant ou pas assez en arrière. Elle est juste dans un espèce de no man's land qui n'est pas juste. Et parfois, ça joue par la qualité du cadre. Donc, ça peut être des recadrages. Mais parfois, ça joue même sur le cadre final. Entre scope ou un 85, ça peut jouer, ou un 33, peu importe. Ça peut jouer vraiment. Moi, ça m'est arrivé. Le pire que j'ai fait, c'était transformer un film en 1,85, c'est-à-dire partir du scope et le transformer en 85. C'est-à-dire un format qui est très large et vous allez faire un format qui est beaucoup plus resserré, qui ressemble un peu à une télé. Voilà, plus dans ce truc-là. Et le film, ça l'a grave aidé, en fait. Et c'est hyper intéressant. Hyper intéressant, ça m'arrive. Et aussi en VFX aussi, parce que parfois on corrige quelques trucs, que ce soit des boomers, des trucs qui rentrent dans le champ, ou des éléments, ou des rajeunissements, pour rajeunir des peaux. Par exemple, dans Frankie, je dirais pas qui, mais pour radoucir des peaux. Voilà. Il y a un peu de travail comme ça en étalonnage, ça va jusque-là aussi, quoi. À quel moment un étalonnage est terminé? En vrai, moi j'arrivais à un moment à me dire, un étalonnage, ça se finit pas. Parce qu'on peut tout le temps aller dans le détail, mais en fait, en travaillant avec des réalisateurs plutôt chinois, thaïlandais, des gens de ces pays-là, ça peut se finir. On peut dire ça, c'est l'image. En France, moi, j'ai souvent une sensation qu'on peut toujours aller plus loin. Je pense que c'est des mentalités, c'est-à-dire des gestes. Et en Asie, par exemple, il y a vraiment des gestes très assumés. Il n'y a pas une peur de la forme, d'exprimer une image, une sensation par la forme, par la couleur. Et il y a vraiment des gestes. Et quand tu fais des gestes assez marqués, assez profonds, finalement, tu vois plus le degré de réglage que tu pourrais encore peaufiner. Mais quand tu es vraiment dans un film où c'est beaucoup plus intellectualisé, donc c'est des degrés que personne ne verra. C'est-à-dire que ça arrive, hein. Moi, il y a un réal qui dit, ouais, on va dire, ça peut être, disons, de saturation. Il va dire, tu peux rajouter 0,01 de saturation, quoi. Il n'y a que lui qui va le voir, personne. Et ça, souvent, on se perd dans des micro-réglages qui sont finalement pas ressentis, mais qui sont que pour la personne. Donc c'est vraiment, ça dépend du geste du film. S'il y a vraiment des gestes forts, on dit OK. Jonathan, je finis les films avec lui. Pour moi, on finit. On va au bout. Je n'ai pas l'impression de dire, tiens... Il y a un moment, vous dites tous les deux, le film est terminé, on n'a plus rien à toucher? Non, on le dit pas. Parce qu'on est ultra gêné de le dire, et c'est comme si c'est pas que ça porte malheur ou quoi que ce soit, mais on n'a pas la prétention de dire ouais, donc ça c'est bon film, c'est bon, c'est fini. Ça, la prétention aussi, ouais. Ça, c'est un vrai travail. Il faut de l'humilité? Non, en fait non, parce que quand j'ai vu un étalo, je pense qu'il faut de la prétention. Parce que un truc très drôle, par exemple, ça m'est arrivé de commencer des étalonnages sur un écran plus petit, sur un moniteur, pour avoir la sensation de maîtriser l'image, c'est quelque chose de précieux. T'as le truc sous la main. Et en fait, et après, 2 jours ou 3 jours après, on fait la suite sur grand écran, sur projecteur. Et j'ai remarqué une chose, en fait, c'était un problème de prétention et d'avoir confiance dans ce que tu ressens dans l'image. En fait, parfois, quand je commence un film en grand, j'ai l'impression d'être à poil, en fait. C'est-à-dire t'exposer quand tu bouges, t'as carrément un mur géant qui est en train de changer de couleur parce que t'as fait ça avec ton panel derrière ta console. Donc t'as quelque chose qui change, c'est un mur. Donc faut assumer de changer et d'envoyer. Et ça a pris un peu de temps. Avec Jonathan, on a eu parfois des discussions, la prétention de lancer quelque chose. Et prétention, c'est pas le mot prétentieux, c'est plutôt l'assurance de lancer quelque chose en grand écran. Et pas avoir peur dans son petit écran. C'est-à-dire d'avoir cette sorte d'assurance. Et ça, non, il faut
il faut cette prétention, et le côté humble, c'est quand tu vibres avec le film. C'est-à-dire que si t'es en dehors et que t'es trop, que ce soit criard en couleur, trop désaturé dans un sens, si t'es pas dans la bonne vibration, la bonne balance, là, ouais, là, t'as perdu cette humilité. Mais je pense qu'elle est que là. Mais je ne la crois pas dans l'exposition. Il faut s'exposer, en fait. Je crois, vraiment. Est-ce que, par exemple, à la télé, on vous demande de revenir sur vos films, qu'on trouve l'étalonnage trop sombre ou trop peu contrasté? Et est-ce que c'est vous qui vous chargez de revenir dessus à ce moment-là? Ouais, en général, je fais les versions télé, des versions cinéma. Donc, il y a des films, parfois, qui peuvent être directement, pratiquement, il y a très peu de modifications. Mais c'est souvent toutes les scènes sombres qu'il faut relever un peu. Aussi le grain, parce que voilà, comme on touche à la texture, on s'amuse aussi à mélanger différents types de textures, de grains, de bruit, qu'on réduit. Parce que le problème de la télé, et c'est connecté aussi à Internet, c'est du streaming, c'est du flux. Et le flux est très compressé. Plus tu mets de grains, moins l'image est nette, parce que la compression perce du détail. Donc on se retrouve avec une image un peu plus lisse, moins granuleuse, pour garder du détail. Donc oui, il y a... je prends encore Scheherazade, mais j'ai reçu 12 pages de Netflix, de remarques sur le grain et tout, mais c'était... ils ont bien fait leur travail, mais c'est juste que c'était artistique. Il a été diffusé à l'étranger sur Netflix. Voilà. Et donc, ils vous ont fait un retour à vous? Oui, parce qu'en fait, ils font ça comme un protocole, c'est-à-dire qu'ils vérifient, ils voient que ça bruite, mais artistiquement, ça fait partie... Avant sa diffusion. Avant sa diffusion, donc ça fait partie du film. Donc ils vérifient ça, et on a reçu 12 pages de remarques, mais qui sont finalement validées artistiquement, mais qui est techniquement, normalement, on ne fait pas ça, parce que Netflix, si tu produis avec eux, c'est genre 4K, donc Ultra HD, pas de bruit, donc super lisse, ils interviennent énormément dans l'image finale, quoi. Et là, comme ils ont simplement acheté le film... Ils acceptent ce qu'on donne. D'accord. Voilà, ouais. C'est une autre manière. Est-ce qu'en amont, pendant l'étalonnage, est-ce que vous pensez également aux spectateurs, aux spectatrices qui verront le film dans d'autres conditions, peut-être sur un smartphone, peut-être sur un écran d'ordinateur basse définition, peut-être en DVD, donc avec une définition d'image très réduite, peut-être avec un écran aussi qui rendra pas aussi bien les couleurs, les contrastes, où il manquera peut-être une teinte bleue, une teinte rouge, peut-être qu'il n'y aura pas de rouge du tout. Est-ce que vous pensez à cela lorsque vous finalisez l'étalonnage ? Alors le problème, c'est que quand tu t'étalonnes des films d'auteur, donc c'est des choses qui sont très sensibles pour le réal et le chef-op. Donc quand ils ont trouvé la chose juste, ils y arrivent et ils trouvent vraiment le... Quand ils ont trouvé l'image, ils sont contents et voilà, c'est le plus important pour eux. Mais après, pour les systèmes de diffusion, moi j'y pense plus quand je fais des films plus commerciaux en fait. Parce que les films commerciaux, dans l'image, dans tout ce qui est choisi, c'est des images qui sont faites pour résister. Donc elles résistent à tout. Ça peut être vu dans un avion, sur un téléphone, n'importe où. Et souvent, on se retrouve avec faire une image qui résiste, mais pas une image qui est obligatoirement qui crée un ressenti. C'est-à-dire qu'on rentre dans des classiques plutôt de contraste et de lumière, quoi. Le problème du film d'auteur, c'est un peu, il faut accepter la fatalité. C'est-à-dire que pour le voir de façon optimum, il faut absolument le voir au cinéma comme le réalisateur voulait le montrer, le chef-op, quoi. Et on ne pourra pas faire une version super adaptée qui tiendra partout, parce qu'on va perdre cette ligne qui a été cherchée dans le rendu et dans la couleur, dans le contraste, qui a été cherchée par rapport à une envie. Nous allons maintenant revenir sur votre parcours, sur comment vous êtes devenu étalonneur. Vous n'avez pas fait d'école ou de fac de cinéma, vous êtes autodidacte, vous avez appris par vous-même. Pouvez-vous nous raconter quel a été cet apprentissage hors circuit ? Alors ça vient d'assez loin, parce que bon, dans ma famille, ma mère était éditrice pour Delpire, donc les photos poches, et mon père était architecte, donc j'ai toujours, avec ma mère, toujours traîné dans l'image, mais je bossais pas à l'école. Pour la partie technique, c'est grâce à mon père, parce qu'il faisait de l'architecture en informatique, c'était vraiment tôt, quoi, c'était sur Atari, et donc j'ai fait de l'informatique très tôt. C'est-à-dire que j'ai vraiment... À quel âge vous avez commencé ? J'avais 5-6 ans, donc c'est vraiment tout petit. Avant Atari, c'était les Candy et tout ça. Et ils m'ont mis dessus, quoi. Donc moi, je jouais, et puis petit à petit, mon père voulait pas que je joue aux jeux vidéo, donc il m'a dit, t'as le choix entre programmation ou l'image. Donc je fais de l'image, quoi. Donc je fais de la 3D, de la modélisation, avec toujours ce monde de la photo chez Delpire, parce que Delpire, à l'époque, ils n'avaient pas d'informatique.
Donc je crois que j'avais 16-17 ans et je leur ai appris à utiliser c'est pas Express à l'époque, c'était PageMaker, mais bon, peu importe. Des outils de PAO sur Mac, donc j'ai formé ma Des mère. publications. Voilà, publication assistée par ordinateur. Donc j'ai toujours traîné dans l'informatique, un peu geek. Vraiment, j'étais un gros geek bien avant, avant Internet, quoi. J'ai toujours traîné dedans. Et les week-ends, je réparais des ordis pour un magasin, des Amiga et tout ça. Bon, voilà, j'étais un geek. Et comme je travaillais pas à l'école, parce que j'ai pas mon bac, j'ai pas mon brevet collège, un très mauvais élève, j'ai commencé à bosser dans l'imprimerie, dans la retouche image. Donc c'était vraiment C'était sur des tubes, c'était des barcodes. J'ai appris aussi à calibrer ces tubes. Donc c'était l'image, mais pas par le RVB, donc rouge, vert, bleu, mais par le CMJN, donc cyan, magenta, jaune, noir, et les Pantone, donc soustractif. Donc le monde de l'imprimerie. Après, j'ai travaillé dans les jeux vidéo. Alors, je suis en train de tout déballer, mais c'est un peu ça. Hein, c'est tout ce parcours-là autour de l'image. Et en parallèle, je faisais de la musique. Bon, ça, c'est autre chose. Mais j'ai travaillé dans les jeux vidéo et je faisais de la modélisation, de l'intégration. Donc, c'était l'époque Sega, Dreamcast, PlayStation 2. Début de PlayStation 2. De la modélisation en images de synthèse? En images de synthèse pour du temps réel. Donc, il y avait pour du temps réel et de la cinématique. Donc, c'était deux types de pensée. Par contre, le temps réel était intéressant. Ça m'a beaucoup formé. C'est-à-dire sur la propreté du travail. C'est-à-dire que pour garder le temps réel. Parce que le temps réel te remet en question tout le temps. Tu lances le jeu, il te remet en question si tu as bien fait ton travail. Si tu as mal modélisé, que ce soit une collision ou quoi que ce soit, bah, cette erreur va se répéter tout le temps à chaque fois que tu lances le jeu. Donc ça c'est intéressant. C'était intéressant comme espace de travail, quoi. Après les boîtes de jeux vidéo, bah, ça a coulé, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont coulé. Il y a beaucoup d'amis à moi qui sont partis chez Ubisoft et compagnie. Donc je me suis retrouvé indépendant parce que j'avais pas envie de travailler dans des grosses boîtes. Et je donnais des cours de motion capture, d'effets spéciaux aussi, puisque pendant tout ce moment-là aussi, j'ai fait de l'effet spéciaux en tant qu'indépendant. Pour des films? C'était surtout pour des films instits, c'était de la 3D, donc des incrustes, des trucs assez simples. Simples. Après, je me suis retrouvé à réaliser des films pour Futuroscope, donc pour 2 pavillons. Donc c'était des films grand format, danse avec les robots et tout. Bon, c'est toujours ce mélange-là un peu geek et un peu créé, quoi. C'était de la modélisation 3D toujours? Non, là c'était filmé, carrément. Il fait une caméra. Filmer des danseurs et tout, et puis faire la chorégraphie des robots. Voilà. Bon, fallait rentrer dans le logiciel, KUKA, c'est les mêmes robots que tu as dans James Bond. C'est un logiciel, fallait faire des clés et tout ça pour modéliser les bras. Pour animer les bras, excuse-moi, et faire la chorégraphie. Bon voilà, donc j'ai touché à plein de choses différentes. Et ça a toujours été un peu autour de l'image. Beaucoup de logiciels différents? Ah ouais, alors là, logiciel, on a trouvé un bon paquet. Ouais. J'ai vraiment tourné beaucoup là-dessus. Ça n'a jamais été très compliqué, un nouveau logiciel pour moi. Je n'ai jamais été... je lis pas les manuels et j'y vais cash, quoi. Et j'ai réalisé, pas réalisé, mais j'étais chef-op sur un long métrage qui s'appelait c'est pas 35 mètres carrés, Le jour où j'ai 100 ans, je confondais avec un autre film. Et c'est là où ça a été une transition importante pour moi, parce que le réalisateur en question travaillait avant chez LTC, donc un gros labo. Et il avait voulu réaliser son premier long métrage et il m'avait demandé à moi de faire l'image. Donc ça a été une expérience importante parce que c'était quelqu'un de très, très doué. C'est vraiment un poète, c'est un peintre aussi. Et c'est là où j'ai compris que j'ai transformé la technique au service de l'image. Ça a l'air con, mais au service d'un point de vue. Ça a l'air bête de le dire, mais il y a des moments, des situations où tu comprends la bascule. Et ça, pour moi, tout le début avant, c'était quand même très technique, artistique, mais très technique. Et c'est ce moment-là où j'ai compris la technique pour l'image, pour un point de vue, pour une œuvre, quoi. Et à partir de là, je me suis dit, non, mais j'ai envie de travailler dans le cinéma, Et j'ai monté un labo avec d'autres associés qui s'appelait Wallpaper et Alchemix, et un labo de post-prod. Et là, on a vraiment fait de zéro. J'ai installé tout le réseau fibre, appris à calibrer les projecteurs, parce qu'à cette époque-là, encore Internet, c'était pas top. Et ce labo-là, donc ça avait bien marché, parce qu'on avait 2 places à Paris et une place aussi à Hanoï, au Vietnam. Un labo de post-prod aussi. Et c'est là où j'ai vraiment appris la partie, on va dire, cinéma, gestion des rushs, c'est-à-dire vraiment tout le workflow d'un film, et aussi se confronter à des réalisateurs et chefs-op. C'est là que j'ai appris à essayer de les comprendre. Parce qu'avant,
les boulots que j'avais, c'était des commandes. Je me retrouvais à faire de la réalisation pour des petits films, des petits trucs. Là, je me suis retrouvé à essayer de comprendre les autres. Donc, ça a été un enrichissement de malade. Et comme je disais, j'ai fait plein de boulots, mais là, je fais encore de l'étalonnage. Je crois que c'est le plus long boulot que j'ai eu pour l'instant, parce que je m'y retrouve tellement avec des réals et des chefs-op que c'est... Chaque fois, un film est avec des nouveaux points de vue. Tant que moi, j'ai un nouveau point de vue, je continue. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à m'échapper de l'étalonnage. Je suis encore dedans. Donc, pour faire simple, ce circuit-là, c'est ça. C'est tout un patchwork de vies différentes, de métiers différents, mais toujours au travers de l'image qui fait que j'en suis venu là, quoi. Donc, c'est de l'autodidacte, tout simplement, mais nourri de tout ça, en fait. Voilà. Bon, c'est un peu chaotique, mais c'est ça. À l'adolescence, vous vous intéressiez au cinéma? Qu'est-ce que ça représentait pour vous? Mon père il disait que les films français, c'est nul. Donc, il m'a déjà bien fermé toute cette porte-là. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à regarder des films italiens, américains. Mais il y a un film que j'ai vu très jeune et qui m'a un peu marqué, mais vraiment jeune. Hein. J'étais en train de jouer au Lego et tout ça. C'est 2001. Ça a été une claque, mais hallucinante. Vous êtes le 3e invité de Négatif à nous dire ça. Mais c'était hallucinant. Je m'amusais après à refaire en Lego les vaisseaux de 2001, quoi. Il y avait quelque chose qui m'a complètement dépassé. Mais vraiment. Et puis, j'étais pas du tout... Alors, c'est drôle, parce que c'était à l'époque, c'était plus télé. Hein, c'est-à-dire, on se retrouve avec des télécinés, des trucs pas très, très bonne qualité. Mais, je sais pas, c'est la lenteur, le poids, J'étais complètement emporté, quoi. Mais vraiment, et j'étais content d'être perdu. Et j'aime toujours cette sensation d'être perdu dans des films. Et de ne pas comprendre la logique. Du moins, la comprendre, mais de voir qu'il y a c'est une sorte de point de vue, donc quelque chose qui soit vu totalement autrement. Et pour moi, ça a été un moteur. C'est pour ça que j'ai pas kiffé les Star Wars, tout ça, en fait. Parce que j'ai vu très tôt, il y avait une espèce de simplicité, et j'étais pas perdu. Et donc... j'ai toujours cherché à avoir cette sensation-là. Après, j'aime bien Blade Runner, parce que voilà, c'est un truc un peu nostalgique et compagnie. Pas nostalgique, mais mélancolique, pardon. Cette mélancolie, et puis la musique est belle et tout ça. Mais oui, jeune, ça a été ce type de cinéma. Donc je passais par E.T., tous ces trucs-là. Mais pas le cinéma français, par contre. Et que j'ai découvert bien plus tard. Au moment où vous avez commencé à travailler sur des films français? Quand j'ai commencé à être chef-op sur le film. D'accord. J'ai appris et en fait, alors j'ai remarqué une chose, c'est que c'est comme la lecture, c'est mon point de vue. Il y a des livres qui tombent au bon moment de la vie. Et je crois que moi, j'ai pris une claque avec le cinéma français, avec... Ah oui, Godard. Pardon, j'ai un trou de mémoire. Et Godard, pour moi, ça m'a fait le même coup, c'est-à-dire que c'est arrivé à un âge où c'est des réponses. Tu vois, toute cette philosophie, toute cette manière... en fait, j'aime surtout regarder ces interviews parce que c'est juste un bien fou. Et c'est ça qui me fait, moi, over-kiffer, quoi, en fait. C'est quel film de Godard qui vous a marqué le premier? Ouais, même là, dernièrement, celui qui m'avait bien marqué, c'était Adieu au langage aussi. Hein. Vous l'avez vu en 3D? Ouais. Ah ouais, moi, ça a été hyper intéressant parce que je me suis toujours dit, putain, la 3D, j'ai hâte de voir quelque chose de fort et une proposition. Mais après, on a bien compris que c'était plus pour du film entertainment, que c'était plus ce côté-là. Mais de jouer avec, moi, ça m'a complètement retourné le cerveau, quoi. Il y en a un aussi que j'aime bien, c'est Cavalier. Parce que souvent, ce qu'on me demande, on me dit, ouais, toi, t'aimes quoi comme type d'image et tout? Tu vois, on me demande des trucs débilos comme ça. Bah, je dis, pour moi, tu vois, Alain Cavalier, il allait au bout, quoi. C'est-à-dire que c'est juste. Il n'y a pas de prouesse technique ou quoi que ce soit. C'est juste à son film. C'est juste à ses films, pardon. Ouais. Et c'est juste... ça m'a complètement... Mais ça, je suis content de les avoir découverts tard. Et comme dit, je ne suis pas un cinéphile non plus. Donc je suis quelqu'un qui goûte aux choses. Je ne suis pas dans la quantité. Donc j'ai besoin de réponses ou de questions. Et je tombe parfois sur des œuvres comme ça qui sortent du lot, quoi. Et alors, est-ce que le fait d'apprendre par vous-même, au moins en tant qu'étalonneur, vous singularise dans votre façon de travailler? Moi, j'ai une sensation très étrange quand je travaille dans des gros labos. J'ai l'impression d'usurper mon métier. Parce que souvent, les gens dans le labo, un étalonneur classique, il était dans un labo comme Éclair, assistant ou stagiaire ou ce qu'on veut, mais il a fait toutes les étapes
Et il est arrivé étalonneur. Pour moi, c'est la voie classique. Donc, oui, moi, je me sens usurpateur. Mais j'ai été rassuré parce que j'ai une amie réalisatrice qui m'a dit c'est important de sentir ça, d'être pas la bonne personne. C'est-à-dire que de pas se sentir... Si tu es sûr de toi, il y a quelque chose qui va pas, en fait. Ok, moi, je sais ce que je fais, c'est comme ça qu'on fait. Ça, non. Et en fait, donc c'est pour ça que certains films, je suis pas à l'aise avec des chefs-op ou des réals qui ont l'habitude des gens qui ont fait tous ces gros parcours. Parce que souvent, ils arrivent et ils attendent déjà une manière de travailler. Parfois, on me dit, non mais Yov, là, si tu nous prends la tête, t'es trop dans le psychologique ou te prends pas la tête, vas-y, on voit comme ça, quoi. Et ça, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise avec cette façon... De travailler. Ouais, j'essaie de la provoquer, c'est pour ça que parfois je fais films commerciaux, pour essayer de rentrer dedans et de jouer un peu. Mais c'est con, mais c'est un peu un monde de grosses couilles. Réellement. C'est le vieux cinéma, papa. C'est-à-dire les gros réalisateurs et tout ça, ils ont cette méthode-là de travail. C'est souvent des... en rigolant, on appelle ça les grosses couilles. C'est pas classe, mais je pense vraiment. C'est-à-dire c'est genre un peu macho. C'est une façon, ouais, ok, moi j'étalonne comme ça, regarde, tu vois, je te fais une image comme ça. Ah ouais, non, mais là c'est vraiment bien, quoi. Moi, je suis moins dans ce rapport-là et je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de ce côté-là. Donc moi, oui, j'ai l'impression d'usurper et je suis un peu trop sensible parfois. Donc j'essaie de jouer à ce monde-là. Jouer, c'est-à-dire c'est goûter, c'est pour apprendre, parce que j'apprends toujours hein, de ce côté macho. On apprend toujours quelque chose en se confrontant à ces gens-là qui attendent quelque chose de toi, quoi. Donc oui, ça c'est... Le plus dur, moi, c'était vraiment un film... J'ai vu un film chinois où le mec, il me dit, bah vas-y, vas-y, fais. Alors ça, c'est super chaud, mais hyper intéressant. Ça remet en danger, qui est hyper agréable. C'est-à-dire il vous a laissé faire ouais. Tout. Lancer le truc, les premiers jours. Et après, lui, il réaccompagne. C'est drôle, mais ça a été dans ce sens-là. Ça, c'est hyper intéressant. Comment vous l'avez appréhendé, cette liberté ? Bah, j'ai essayé de me faire confiance dans ce que je pense avoir compris dans le film quand je l'ai vu monter et quand j'ai vu le réalisateur. Parce que parfois, et le chef-op. Mais c'est drôle, mais parfois j'étalonne et je vois le mouvement du réalisateur au chef-op, des manières de bouger qui fait que je pense que j'ai touché quelque chose de juste, en fait. Donc je regarde, j'essaie de sentir, parfois c'est purement dans ma tête, hein, mais j'essaie de sentir que je vois que la personne réagit, parce que parfois il y a la barrière de la langue. Donc ils n'ont pas un anglais ultra développé, moi non plus, mais bon, assez pour comprendre. Donc il reste plus que l'image, quoi, et des corps. Donc je retrouve des gens qui réagissent physiquement, parce que je les vois dans le noir avec la lumière, parce que je vois, et tu sens quand tu les touches, quelque part. Donc j'ai pris ça comme pour savoir que j'ai touché. Parce qu'à un moment, la première fois que j'ai commencé sur un film comme ça, je parlais trop, pour comprendre la sensation, pas pour dire c'est quoi l'enjeu du film, j'aime pas ces mots-là, en fait, c'est juste des mots de sensation que j'ai besoin d'entendre, en fait. Et là, je parlais trop pour un réalisateur chinois. Donc très intéressant, ça m'a réappris à dire, bon, il faut peut-être se réécouter, et ça revient à l'autodidacte. C'est-à-dire que pour moi, ça m'a remis recomprendre ce qui est important, c'est de ressentir et être à fleur de peau dans tout, pour voir que tu es en train de toucher quelque chose de juste, quoi. Mais ça, c'était cool, vraiment cool. Pour ma part, en étalonnant quelques premiers courts-métrages que j'avais réalisés moi-même, je me suis rendu compte qu'il était difficile de penser l'étalonnage à la fois dans le détail et sur l'ensemble du film. Je trouve en fait qu'on peut facilement se perdre, on en a parlé tout à l'heure, sur un raccord entre deux plans, corriger des choses vraiment infimes et finalement 2 heures après se rendre compte qu'il n'y a plus de cohérence avec le début ou avec la fin du film, entre différentes séquences. Est-ce que vous avez eu ce problème au début ou est-ce que vous l'avez encore et comment est-ce que vous y faites face ? C'est le pire. C'est le pire, c'est d'être en face de son travail. C'est-à-dire que là, ça peut être sans fin. Ça pose que des questions au fond de toi, quoi. Donc, c'est vraiment chaud. C'est parfois mieux de bosser avec un autre. Parce que tout d'un coup, tu vas dépolluer pas mal de choses pour donner à l'autre. Dépolluer le... Toi, dans tes questions... Oui, parce que tu vois, tu me dis que voilà, ça ressemble pas au début à la fin, parce que ça se voit que ça a été prise de tête, en fait. Et en fait, je pense que c'est très dur d'étalonner soi-même sa propre image, quoi. C'est mon point de vue. Moi, je me reposerais sur quelqu'un d'autre pour enlever une bonne partie inutile, en fait, déjà d'être derrière le panel. Et voilà, toi, tu étais là juste pour sentir, reprendre le temps de sentir.
Parce que chaque fois, tu ressens, mais tu modifies pour ressentir. Donc sur une photo, je pense que ça va, mais sur de l'image animée sur le temps, c'est plus compliqué. C'est plus long. C'est possible, mais c'est plus long à mon avis. Moi, au début, j'avais un problème, c'est que j'étais sur la parano de la continuité, quoi, entre les plans. Genre le même bleu dans la même scène, il faut que je fasse super gaffe. La peau, la peau, oui et non, parce qu'il y a, dans un certain degré, mais j'allais trop dans le détail, j'allais trop chercher à aligner tout ça, en fait. Et en fait, c'est plus un travail, c'est comme en peinture, il y a des gens qui peint par le petit détail, et puis ça devient une spirale, et d'autres, c'est plutôt des jets. Je pense qu'il faut plus travailler dans le jet quand c'est du film, parce que il y a tellement de quantité de travail, hein. C'est comme je disais, c'est sans fin, c'est-à-dire c'est de plus en plus dans le détail. Donc oui, je me suis perdu dans cette histoire d'aligner et d'oublier le ressenti. Donc tu te retrouves dans quelque chose de technique et de photographique et non dans raconter quelque chose, sentir quelque chose dans la scène, quoi. Donc plus en plus, je me suis éloigné de ça. Mais il y a aussi une assimilation de la technique, c'est-à-dire que c'est devenu moins embêtant d'aligner des plans pour moi. Je vais très vite pour le faire. Avant, c'était plus lent. J'allais lentement, ça prenait du temps à faire des raccords et tout ça. Maintenant, je vais assez vite, donc c'est même plus on discute même plus de ça, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve à vite sentir les choses. Mais après, c'est hyper psycho, hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment, pourtant les couleurs sont les mêmes et tu as toujours la même sensation qu'il y a quelque chose qui est par raccord. Donc il y a aussi la capacité c'est pas de voir flou, mais de savoir faire une purée de couleurs de ce que tu regardes, quoi. Et pas rester figé sur une question chose. Vraiment de perception visuelle. Voilà, ouais. Et pas juste ce qu'on voit, même sur un écran calibré, qui sera parfait du point de vue même des indicateurs que vous aurez, qui vont vous permettre de voir les niveaux de rouge, les niveaux de bleu, voir où en sont les blancs, les noirs. Mais le ressenti de l'œil ne sera pas le même, finalement. Il y aura ça, et puis quand il est bien étalonné sur ton master, la personne qui va regarder ça sur un autre écran prendra ce qu'on lui donne, quoi. Toi, tu prendras pas ce qu'on te donne parce que tu connais la vérité, mais lui, il connaît pas la vérité. Donc il va prendre ce qu'on lui donne avec le téléphone, avec le projecteur pas très bien calibré, il va le prendre. Donc c'est une sorte de fatalité, mais c'est ça la vérité, c'est qu'on oublie souvent en étalo qui va regarder, et de façon totalement vierge de tout, et plus ou moins bienveillant aussi. C'est aussi de regarder ça. Moi j'adore, c'est la surprise du nouveau, nous on l'a perdu, quoi. En étalonnant, on a tout perdu, quoi. Donc c'est hyper dur de se rafraîchir de ça, quoi. Donc on préfère pas perdre du temps sur les raccords. On les fait, mais de façon rapide et soutenue avec dextérité. Mais on va essayer de se pencher le plus sur la sensation des plans et tout ça, quoi. Voilà. Et est-ce que vous auriez des conseils, justement, pour des gens qui débutent, pour assurer cette cohésion entre les détails et l'ensemble ? Bah, déjà, c'est cohésion par rapport à un point de vue. Après, il peut envoyer des trucs complètement dingues s'il a envie. Moi, je pensais comme la musique, faut faire des répètes. Donc c'est bien de répéter avec plein de cours, de docu. Plus t'en manges, plus tu deviens fin dans ce que tu fais. Et je pensais plutôt ça, c'est la répète, quoi. Parce que tout seul, tu vas te perdre et tu vas te retrouver avec les trucs sur YouTube qui vont dire comment aligner des plans, comment faire ci, faire ça. Et tu t'y perds, mais violemment. Il faut vraiment, je pense, c'est plutôt s'entretenir et jouer avec, quoi. Et bosser avec quelqu'un d'autre. Parce que même si... Tu vois, je veux dire, si tu as réalisé ou pas, ou tu étais le chef-op ou pas, quoi que ce soit, mais si tu veux étalonner ton truc et tu as été chef-op du truc, c'est possible. Mais c'est bien d'avoir le réel à côté, quoi. Parce que c'est tout seul, c'est vraiment notre exercice. Après, je dis ça, le film expérimental, tu peux le faire tout seul. Moi, souvent, ils aiment bien le faire en péloche. Parce que finalement, c'est déjà un rendu et ça fait moins de travail d'étalo. C'est une grosse feinte. Pipe, c'est pour Pipe, ça. Justement, comment s'est passée la collaboration avec Pip Chodorov sur son film Fluid Echols ? Hyper intéressant, parce que Pip, c'est une sorte d'encyclopédie, donc de référence de ce qu'il avait vu, ce qu'il avait, même son utopie de ce qu'il voyait de ces films-là. Parce qu'à un moment, il y avait tous ces films, que ce soit les brackages, tout un truc, quoi. Et lui, il voulait pas le faire en numérique. Au début, il a dit non, j'ai pas envie de faire de CP et tout, parce que pour moi, on dénature. L'origine était sur pellicule, il devait être avec un projecteur 35 et dans tout ce circuit-là. Et en fait, on a commencé à bosser dessus avec déjà cette motivation-là. Et en fait, ça l'a complètement rééclairé, en fait, tout d'un coup. Parce qu'en fait, en faisant les scans et en projetant en numérique,
c'était pas si dégradé que ça. C'est-à-dire, c'est pas ce qu'on pouvait s'attendait à quelque chose de plus digital et beaucoup plus dénaturé. Et finalement, en revoyant le résultat, ça a été hyper salvateur pour lui, parce qu'il y avait quelque chose de finalement plus pur, en fait, que si on avait encore re-shooté en 35 pour le master, quoi, pour la version d'exploitation. Et par contre, au niveau étalonnage, ça a été plus un étalot donc pas créatif, mais un étalot pour se rapprocher de ce qu'il lui connaissait, de ses films, de ses originaux. Donc ça a été mais vraiment intéressant, vraiment très intéressant. C'était plus de la restauration que réellement une réinterprétation, parce qu'on n'avait pas réinterprété un braquage, quoi. Ça n'a pas de sens, quoi. Nous allons maintenant parler de votre relation avec les chefs opérateurs ou les réalisateurs auxquels vous êtes fidèles. N'avez-vous pas entre vos mains un pouvoir inédit dans l'histoire du cinéma, qui serait celui de pouvoir remettre profondément en cause la nature des images qui ont été enregistrées lors du tournage? Ça va être simple, hein. Il y a des étalonneurs qui sont pas à l'écoute, il y en a d'autres qui sont à l'écoute, donc je sais que j'ai du pouvoir là-dessus, mais alors ça je sais même pas si j'ai le pouvoir, parce que je me mets tellement pas dans la mentalité de dire que c'est ça ton image et que c'est rien d'autre, que non, réellement je pense que c'est plus ces étalonneurs. À mon avis, c'est que le digital, il a fait un truc, c'est qu'il y a des étalonneurs qui sont pas techniques, qui suivent pas totalement le circuit du numérique, c'est-à-dire la manière de le développer, parce que ça se développe aussi, et la manière de la traiter. C'est ce que je disais, tu parlais de standardiser. Là, par exemple, tu vois, il y en a qui mettent par défaut la Kodak, un look Kodak, tout de suite. Donc oui, ça, c'est une forme de pouvoir. C'est-à-dire, bah non, mec, ma façon de traduire la couleur, c'est comme ça et pas autrement. Au lieu de dire, bon, qu'est-ce qui est la bonne couleur pour ton film? Est-ce qu'on l'explose de cette manière-là, de façon plus explosive en couleur? Ou faut cette rondeur chimique? Toutes ces questions-là, si tu n'as pas le bagage, tu vas pas provoquer les différents chemins, les différentes propositions de chemin. Donc si tu proposes pas différentes propositions de chemin, oui, là, tu as un énorme pouvoir. C'est-à-dire que tu dis, bah non, moi, ma méthode de travail, c'est ça, il n'y a rien d'autre. Ça va pas. Bah, du moins, ça n'a aucun intérêt. C'est pas... Ça, je comprends pas les chefs-op qui disent, ouais, mais bon... depuis qu'ils étaient à l'honneur numérique, j'ai moins de pouvoir sur l'image. Non, c'est juste que tu t'es mal encadré, quoi. Il faut trouver des gens plus bienveillants et qui vont te suivre, c'est tout, quoi. Ils vont pas dire c'est ça la vérité, quoi. Donc, c'est vraiment dépendant des mentalités. Mais moi, pas du tout là-dedans. Moi, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Est-ce qu'il y a aussi une question de connaissance des logiciels? Si vous connaissez plus le logiciel, plus de choses dans les logiciels que les chefs opérateurs, vous allez aussi avoir des idées en tête que eux n'auront pas. Comment est-ce que vous travaillez avec eux de ce point de vue-là? Alors, les chefs-op, je dirais, c'est pas plus que les chefs-op, c'est les chefs-op qui parfois peuvent connaître autant que l'étalonneur, mais rarement dans l'autre sens. C'est-à-dire que les chefs-op, en général, il y en a qui sont largués avec les outils. Et c'est vrai que les outils, que ce soit dans les différents logiciels, on retrouve les mêmes choses de base, mais de fouiller et d'aller un peu plus loin, ça fait partie des essais. Moi, j'ai toujours une machine chez moi. J'aime bien jouer, chercher, fouiller, qui pourrait peut-être, à un moment donné, servir pour une vision d'un chef-op et d'un réal. Ça m'arrive. Vous expérimentez? J'expérimente dans mon coin, je teste, je provoque, ou même parfois quand je sens que l'image, on la trouve pas, parfois je fais des choses plus violentes pour juste réveiller tout le monde, ou pour comprendre ce qui était juste, parce que l'image que tu as en face de toi, tu te sens pas à l'aise, tu réfléchis, puis tout d'un coup, si tu vois autre chose qui te démarque, donc ça peut être par les outils, ça peut être la manière dont c'est comme l'HDR, ou plein de choses, ou la manière d'avoir le détail dans les textures et tout ça. Tu peux montrer ça pour mieux comprendre ce qui est juste à l'image, donc provoquer les choses. Et parfois, oui, comme je dis, certains outils nouveaux peuvent assister au rendu final et le proposer, quoi. Ça arrive aussi. Comment pourriez-vous définir en quelques mots votre relation avec Jonathan Egbourg? Avec Jonathan, premièrement, quand j'ai fait Mange t'es mort, j'avais un énorme respect et puis très étonné il venait juste de sortir Louis Lumière, qu'il avait cette capacité de sentir les choses comme ça sur les films, c'est-à-dire une sensibilité. Donc j'étais étonné parce que j'en ai vu d'autres chez FAP et tout, et à cet âge-là, je fais, oh là, lui, il est hyper en avance, quoi. C'est-à-dire qu'il avait vraiment cette sensation-là. Donc j'étais déjà assez étonné par la personne, donc plutôt bien. Après, relation, c'est très intéressant parce que on rigole ensemble, on flippe ensemble quand on prend des partis pris. Mange t'es mort.
quand on a lancé le film, c'était contre tout le monde, hein, contre le réal et le prod. C'était une souffrance. À l'étalonnage. Ah ouais, ils ont dit mais les gars, vous n'avez pas vu la BM du Seigneur, c'est une image plus documentaire, c'est ça qu'il faut pour... C'est le film que Jean-Charles Hue avait fait juste avant, voilà. avec un autre chef opérateur. Exactement. Et qui a une image beaucoup plus lisse, moins saturée. Plus de la captation, quoi, quelque chose de plus une captation, voilà, exactement. Et on avait ça comme discours, Capricci. C'est un film qui est qui est avec la même communauté yéniche. Exactement la même, mais l'envie du réal était autrement. C'est-à-dire que son langage avait évolué. Il avait envie entre parenthèses, d'être plus fictionnel dans la forme. Et avec Jonathan, on flippe ensemble. C'est pour ça qu'on s'est très bien entendu, parce qu'on n'a pas peur de sauter du ravin ensemble. C'est de prendre le risque, si on pense que c'est juste au film. Et c'était juste au film. Pour l'instant, on a fait des démarches comme ça. L'angle mort, c'est pas été dans ce sens-là, parce que les réals avaient une autre façon de fonctionner. Donc, avec Jonathan, on était très à l'écoute et on développait les trucs. Mais parfois, on sait que quand on est en danger et qu'il faut se lancer, on se lance. Chez Rezad, on a sauté aussi. On a vraiment pris un parti pris, parce qu'on pensait que c'était juste au film. Donc, avec Jonathan, on a le plaisir de prendre des risques. Voilà. Ensemble, on n'a pas peur. On n'a pas peur et c'est ça que j'aime bien chez lui. Donc, on a une très bonne relation, quoi. C'est-à-dire que parfois, moi, je me démotive un peu, il me remotive, et il se démotive, je remotive. Voilà, c'est un peu ce boulot-là en commun, quoi. Donc, non, c'est vraiment c'est bien, une bonne relation. D'un autre côté, comment vous définiriez votre relation avec des chefs-op plus expérimentés, qui ont déjà une réputation de sensibilité à la couleur, comme Mark Lipping-Bean? Alors, le truc en commun que j'ai remarqué, et je vais remettre Jonathan dedans aussi, c'est qu'il y a la capacité, et ça, il y en a qui l'ont pas, même jeunes, de s'émerveiller. C'est con, mais Ping Bing, il s'émerveille comme un enfant. Il est encore capable de ça en regardant des images. Qu'il a tourné. Oui, c'est pas dans le sens, ouais, c'est beau ce que j'ai fait, pas ça. De le prendre pur dans la sensation et de s'émerveiller. Et j'ai remarqué les bons chefs-op avec qui j'ai bossé sont cette capacité de s'émerveiller devant l'image. Il y a des chefs opérateurs qui ont fait des films au style très différent. Je pense à David Chizaleh, entre Mustang, qui est solaire, un film solaire qui se passe en Turquie avec des jeunes filles et qui semble naturaliste, mais des fois un peu moins. Le sens de la fête, qui est une comédie populaire avec beaucoup de grands acteurs, beaucoup de préparation aussi, ça se sent, beaucoup de figurants, et des films historiques comme Les Anarchistes. Est-ce qu'en tant qu'étalonneur, vous ressentez ce style différent, ou est-ce que ça se joue plutôt sur la méthode de travail avec l'opérateur ? David, je sais que lui, il prépare et il a énormément de questionnements avant de se lancer dans un film. Donc, lui, c'est quelqu'un qui provoque des gestes, vraiment, très fortement. Et donc, lui, non, c'est dès le départ, il a déjà cette envie de typer l'image, de lancer les choses beaucoup plus loin, quoi. Donc, et puis moi, j'accompagne ça. Donc, je continue ça, voilà. Ça s'est pas installé en étalon, quoi. C'est pas dit, tiens, anarchiste, on va faire ce rendu-là à l'étalonnage. C'était déjà quelque chose de pensé, réfléchi avec David, bien en amont, quoi. Mustang, ça a été plus rock'n'roll, c'est-à-dire qu'il était un peu dans l'urgence. Donc il a été obligé de tourner, prendre ce qu'il a. Donc c'est une image qui s'est trouvée en étalon plus. Si je prends Kings, c'est une image qui a été trouvée au tournage plus. Alors, il y avait tout ce workflow déjà, mais Mustang, il n'y a pas eu le temps. Il fallait lancer, donc l'étalonnage était beaucoup plus clé. Et voilà, donc, c'est un peu ça, ouais. Le sens de la fête, c'est beaucoup plus pyramidal, plus structuré. C'est-à-dire qu'ils ont aimé le film de David, Mustang, et ils voulaient un peu cette patte-là, un peu épaule, presque un 24 heures, une espèce de flux continu. Mais vu la grosse structure, donc tu disais acteurs connus, enjeux, parce qu'il y a de l'argent dedans, finalement, il s'est beaucoup plus retrouvé à faire de l'exécution que proposer quelque chose. Donc c'était quelque chose de plus gros, quoi. Donc oui, c'est vrai que films commerciaux, c'est pour ça qu'on rentre on parlait de standards, mais il y a des esthétiques standards, tu vois. Il y a une manière de faire de l'image qui passe partout, donc qui est brillante, chaleureuse, qui tient n'importe quel support. Et David, en auteur, oui, il est plus libre et il lâche plus de choses. Ça fait partie du deal, quoi.
Vous avez travaillé sur des films aux formes plutôt hybrides, comme Les Bonnes Manières, Scheherazade ou Mange tes morts, qui questionnent et approchent une certaine réalité par l'intermédiaire de genres cinématographiques bien définis. Dans ce type de projet, quel va être le rôle de l'étalonnage? Va-t-il complexifier l'approche du réel en y ajoutant un contrepoint, ou va-t-il appeler des références à d'autres univers esthétiques? Bah, y a de tout en fait. Il y a toutes les solutions dans la question. C'est-à-dire que les deux points que tu dis, ça va être ça comme ça va pas être ça, quoi. Donc c'est vraiment quelle énergie le film va donner. Et par exemple, je prends la douleur. La douleur, par exemple, c'est quelque chose de difficile parce que c'est un film qui se passe dans les années 40. Et on n'a pas voulu faire une image des années 40, on voulait quelque chose de présent, de maintenant. Mais qu'est-ce qui fait que c'est présent et moderne sans être sans avoir des couleurs d'aujourd'hui? Et finalement, ça s'est traduit donc dans ce côté naturaliste, soi-disant. Bon, naturaliste, oui, chacun son point de vue là-dessus. Mais c'était par la qualité de la blancheur des choses. En fait, la modernité était par la brillance de la lumière, en fait. Et c'était très intéressant. Voilà, bah ça peut arriver, ce côté de rajouter cet élément-là, quoi, de modernité, qui veut dire finalement présent. Ce qu'on pense, nous, quand on a fait l'étalonnage, quoi. Mais on a essayé de ramener ce présent par cette brillance de blancheur. Donc oui, même dans quelque chose de naturaliste, il y a ces petits points qui font qu'on ressent différemment l'image, quoi. C'est un film qui est une adaptation d'un roman de Marguerite Duras, qui se passe pendant l'occupation et qui raconte la relation ambiguë qu'elle a avec un officier de la Gestapo pendant que son mari est en prison. Donc c'est un film qui va se passer à la fois pendant l'occupation et puis juste après. Donc c'est un film qui aussi s'inscrit dans un genre historique avec des figurants, des décors d'époque. Quand vous faites un film historique, est-ce que vous pensez à ces décors? Comment est-ce que vous avez ajouté cette modernité avec le réalisateur? En fait, Finkiel et Alexis Kivaching, donc le chef-op, je sais que Finkiel s'est beaucoup informé sur le Paris de l'époque, parce que c'était un Paris qui était sale, puisque les murs, on les nettoyait pas, il y avait beaucoup de pollution. En fait, les murs étaient très sombres, parfois noirs, très de pollution, du moins. Sale, c'est de la saleté, donc je pensais, oui, de cette époque-là. Mais de mon point de vue, j'ai senti quand même qu'il voulait quand même quelque chose d'intemporel, même malgré cette réalité des gens de l'époque, habillés, tout ça. Il voulait tout simplement de capter le moment, en fait. Même sa manière de cadrer, c'est-à-dire des focales, aussi d'écraser les perspectives, c'est de la captation, finalement, pratiquement. Il y a d'autres plans où on est plus posé, mais il y a des moments qui sont assez de captation. Donc, lui, il voulait être vrai dans la texture des murs, il voulait être vrai dans les costumes, vrai dans le sens comment ils étaient à l'époque et sous le moment, mais la manière de capter ça, il l'a capté dans le présent. Donc tout ça était connecté, c'est-à-dire qu'avec Alexis, on avait déjà préparé différents looks pour le tournage, pour qu'il puisse tester différents looks sous le moment, pour voir ce qui était juste à l'image, quoi. Donc ils ont travaillé avec ces looks sur le set, sur les retours moniteurs, et ils ont cherché voir ce qui était juste à l'image à l'instant T, quoi. Est-ce que généralement vous avez des références esthétiques en tête lorsque vous étalonnez un film? Et est-ce que vous faites parfois un travail de recherche? Jamais. Jamais. Et au pire, si le réal il veut me montrer un truc, il me le montre. Mais je préfère qu'il m'en parle et qu'il l'ait assimilé lui-même. Le film, par exemple, Les Bonnes Manières, très bon exemple. C'est que le réalisateur, bon, il y avait deux réalisateurs, mais c'était pas la réalisatrice, mais le réalisateur, est venu directement avec des photos, d'images de Disney. Et il m'a dit, ouais, tu peux me la mettre sur le projecteur, est-ce que tu peux aligner ce plan-là avec l'image de Disney? Donc je lui fais, j'aligne, mais ça sonne pas. Ça sonne ça sonne pas juste. Et en fait, je lui ai dit clairement, moi je préfère que tu me parles de ton utopie de l'image, ton assimilation, parce que c'est son assimilation de différentes références. Moi, il ne faut pas que je redécortique tout, quoi. Il faut que tu me montres quelque chose d'assimilé. Et on a déjà une image que tu as filmée, quoi. Donc, on a fouillé ensemble. Donc, non, je viens surtout pas avec des rêves. Mais alors, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas trop non plus, les rêves des réals et des chefs-op. Je préfère vraiment qu'ils viennent avec leurs sensations, en fait. C'est plus... Ouais, ils ont assimilé à leur manière, et moi, j'assimile à ma manière. Donc, et comme c'est pas mon film, donc c'est à eux de faire plutôt d'échanger, quoi. Est-ce que ça vous arrive de travailler en équipe, par exemple, avec des assistants? Alors ça, on m'a
tout le temps dit, parce que on me propose parfois, mais tu peux pas faire 2 films en même temps, genre un le matin, l'après-midi. Je fais non, mais c'est pas possible. Alors pourquoi tu prends pas un assistant qui fait une passe pour toi et tout? Et j'arrive pas. Il y a des gens qui arrivent. Moi, j'arrive pas. Il faut que je sois connecté au film. Tu sais, c'est pas une question de. Non, il faut que je sois connecté physiquement au film. Voilà. Donc déjà, enchaîner les films, je suis pas fan. Là, je pourrais pas aller passer de l'un du matin à l'après-midi à 2 films, parce que je me mets vraiment mentalement corps et âme au truc. Donc corps et âme, ça veut dire vraiment il faut que je sois derrière. Je peux pas. C'est pas que j'ai pas confiance à l'assistant, mais je suis connecté totalement. C'est comme tu dis à un chef-op, tu vas prendre un assistant pour le chef-op, il va te faire d'autres plans, c'est dur aussi, quoi. Non, j'ai du mal là-dessus. Il y en a qui arrivent, hein, mais moi, j'y arrive pas. Et vous avez une station fixe d'étalonnage chez vous ou vous préférez travailler dans des locaux spécialisés? Alors moi, je travaille souvent dans des labos, dans Paris, à l'étranger. Donc, c'est pas mes endroits à moi, mais c'est des endroits où il y a l'outil. Mais j'ai quand même une bécane, une machine qu'on m'a prêtée dans une salle, gratos, pour les films fauchés, les trucs où il n'y a pas de fric. Les documentaires, tout ça, parce qu'il y a des choses qui me tiennent à cœur. Donc j'ai une machine à disposition pour ça, pour faire tous ces types de boulot. Comment est-ce que vous choisissez entre les différents films sur lesquels vous allez travailler? Est-ce que c'est en fonction de la rémunération? Est-ce que c'est en fonction des chefs opérateurs avec qui vous êtes fidèle? Est-ce que ça peut être en fonction d'un projet qui peut être inédit? Alors déjà, j'ai une super capacité à pas savoir dire non. C'est un problème, donc on arrive à me balader facilement. Il y a l'histoire fidèle aussi. Donc fidèle à des chefs-op, des réals que j'aime bien. Et des prods. La thune, non. Non, parce que je fais pas de pub. J'en ai fait il y a longtemps quelques-unes, mais j'ai toujours refusé parce que ça n'a pas de sens pour moi. Donc je fais rarement pour le fric. Vraiment très rarement, quoi. Et souvent, c'est des films d'auteur ou des documentaires, donc c'est pas obligatoirement les mieux payés. Et je fais surtout aussi par rapport au sens du film. Voilà, si ça me touche quelque part, quoi. On l'a compris, le métier d'étalonneur nécessite de comprendre la vision artistique et plastique que le réalisateur a instaurée avec le chef opérateur. Mais c'est aussi un métier qui repose sur l'évolution des outils techniques et donc numériques. Ces évolutions sont en permanence affectées par des innovations informatiques, technologiques, de nouvelles versions de logiciels, de nouvelles caméras, des machines plus puissantes, des écrans qui restituent mieux les couleurs ou la lumière. Arrivez-vous à suivre ces transformations et comment les appréhendez-vous? Alors de ma manière, comme je dis, en autodidacte, donc j'étais toujours dans l'idée d'apprendre, donc je suis toujours ces évolutions-là. Si on parle d'évolution, faut reconnaître que les projecteurs dans les salles de cinéma, ça n'a pas trop évolué, parce que c'est tout quand même assez en retard, en fait, même, je dirais par rapport à la télé, les systèmes OLED, la qualité, elle a vraiment évolué, quoi. Donc je pense que le cinéma, il a évolué beaucoup dans les caméras, dans les lumières aussi, parce que les LED et tout ça. Les outils d'étalo, parce qu'ils vont plus vite. Il y a des outils qui sont même des mimiques des outils de photos, c'est-à-dire comme Lightroom. Donc on essaie de reprendre de la manipulation de photos pour l'étalonnage, parce que comme les machines vont plus vite, on peut aller plus loin dans la manipulation. Donc oui, pour moi, ça fait partie du process classique d'assimiler la technique, voilà. Qu'on ne soit pas pollué par elle, qu'elle soit juste au service, mais de faire l'effort d'assimilation, c'est-à-dire de trouver des pistes pour arriver au résultat et donc assimiler son outil. Vous nous aviez parlé de votre formation, le fait que vous aviez commencé par l'informatique. Est-ce que vous savez ce qu'il y a derrière les logiciels d'étalonnage actuels, dans leur code? Dans leur code, en fait, ils n'ont pas beaucoup évolué, moi, je trouve. C'est pas étonnant, parce que souvent, tu retrouves des... Alors, je connais pas le code lui-même, hein, je suis pas un développeur, mais souvent, je vois que les logiciels évoluent par rajout, et que c'est pas des réécritures de zéro. Et ça, je le sens parfois dans certains logiciels comme DaVinci Resolve. Il y a des évolutions, mais c'est pas des évolutions majeures de la manipulation de la couleur. C'est-à-dire qu'on a plein de petits plugins, des rajouts, des extensions qui sont autour d'un moteur. Et ça, je trouve... Il y a Baselight qui est différent, mais c'est quand même, ça reste des plugins, mais qui est quand même plus dans la manipulation de l'image. Donc ouais, les outils sont différents. Donc chacun a son chemin, on va dire. Mais c'est vrai que moi, j'attends plus de l'intelligence artificielle pour la manipulation de l'image, c'est-à-dire pour assister quelque chose ou pour provoquer quelque chose. J'attends plus de ce genre de choses-là maintenant. C'est pas encore arrivé au niveau de l'étalonnage, dans Resolve, l'intelligence artificielle? Resolve, ils l'ont fait. Ils ont commencé à faire ça pour la stabilisation d'image. Ça veut dire, et aussi le time warp, donc Vari speed, de faire des variations de vitesse.
pour faire des ralentis assistés d'une intelligence artificielle, parce que souvent, ça crée des artefacts, des défauts. Et avec l'intelligence artificielle, ça peut le rendre un peu plus clean. Il y a aussi, dans le Resolve, il y a aussi reconnaissance des visages. C'est-à-dire qu'on peut voir que les vignettes de cet acteur-là, parce qu'il a reconnu tous les visages. Comme on a dans iPhoto, hein, c'est un peu... Et pour chercher plus facilement. Pour aller plus vite et de sauter. Voilà, ça, c'est vraiment les balbutiements. Je dis ça, mais par exemple, des outils comme Flame, qui est plutôt du compositing, il y a des outils des effets spéciaux. Voilà, des effets spéciaux et des outils pour, à partir d'une image, l'intelligence artificielle va recréer le volume d'un visage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on peut, avec ce volume de l'image, on peut récupérer une information qu'on pourrait utiliser en étalonnage pour rééclairer un visage. Voilà, mais en gardant bien sûr les reliefs du visage. C'est pas juste mettre un masque et rééclairer le visage, c'est avec les incidences d'un visage. Ça, par exemple, ça c'est des petits trucs que j'attends. Ça existe déjà ou ça sur Flame, ça existe déjà. Après, comme tout début de technologie, c'est pour que ça soit productif et pas une espèce de processus lent, c'est pas encore totalement là, quoi. Ça va venir, mais je crois plus à ça, parce que par exemple, on parlait d'intelligence artificielle pour assister la première passe pour caler les plans. Ils sont déjà en train de penser à... c'est pas une bêta, ça veut dire que c'est presque une alpha, mais qui permet de... je dis ça, mais dans le Resolve 16, il y a l'outil match, maintenant, est assisté d'une IA. Qu'est-ce que ça permet de faire, l'outil match? Ça veut dire que l'outil match, c'est-à-dire que tu as deux plans différents et de les raccorder. De façon déjà par le contraste et la balance des blancs. Ça le fait automatiquement? Voilà, automatiquement. Tu l'avais déjà dans les Resolve d'avant, mais maintenant c'est avec une IA. Donc pareil que c'est un peu plus précis, mais c'est pas encore des résultats. Est-ce que ces modifications par IA, elles vont pas être conformes à certains standards d'étalonnage, de colorimétrie? Et justement, vous avez la main sur la machine. Comment est-ce que vous anticipez maintenant votre rôle par rapport à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans ce métier qui est aussi un métier créatif? Alors moi je pense qu'il faut que ça soit toujours au service d'un point de vue. Donc une IA, si c'est pour aligner des plans, mais ça ne sera pas pour donner un style à l'image, ça sera pour aligner, donc une étape, une assistance pour assister. Après, je dis ça, c'est comment on le retient. C'est-à-dire jusqu'où tu vas laisser intervenir l'IA et jusqu'où elle va commencer à manger ton travail. Après, il y a beaucoup de gens qui ont toujours voulu avoir le truc automatique. C'est comme la musique au kilomètre, c'est comme les filtres Instagram. C'est-à-dire que ça peut être des trucs qui sont appliqués sans sensation, sans feeling. Mais je dis ça, une IA aussi, elle peut être, si tu la développes, elle peut comprendre des sensations et des feelings et appliquer le style qu'il faut, quoi. Donc c'est une large question, quoi. C'est très très large. Et c'est là où juste un truc que je voulais dire, c'est que par rapport, c'est pour ça que j'aime bien le digital, c'est que ça, pour moi, ça pose la question de comment dompter le digital, c'est-à-dire de le tordre par rapport à un point de vue. C'est pour ça que le 35, le film, si je le compare et que j'aime bien, me pose pas cette question. Elle me pose plus cette question-là de comment manipuler cette image pour arriver à un résultat. Et le digital me pose cette question-là. Donc oui, ça me pose des questions de l'IA. C'est pour ça que j'aime bien travailler en digital, parce que si on dompte pas le digital, on a perdu. C'est comme les réseaux sociaux, c'est tout ça pour moi, je le mets au même niveau, même en étalonnage. C'est-à-dire que si on n'a pas dompté le digital, on l'a perdu. On a totalement perdu toute humanité, mais réellement. Donc je crois vraiment il faut se battre contre. Alors, je ne sais pas si on a déjà perdu, mais je veux dire, je pense qu'il faut se battre. Et pas de se faire assister totalement, même dans le rendu d'une image, quoi, de provoquer la chose. C'est pour ça que les nostalgiques, tout ça du film, ça me fatigue. Je préfère une nostalgie, une utopie de cette époque-là, quoi. Et puis il faut penser l'après. Ce qui va se passer dans 10 ans. Comment est-ce que vous voyez dans 10 ans votre métier d'étalonneur? Alors je remarque une chose, c'est que je pense que de plus en plus, peut-être pas en Chine ou dans différents pays, mais je crois que la France n'a plus besoin de cinéma. C'est-à-dire que il n'y a plus ce besoin-là, je pense, réellement. De spectateurs? Les gens n'ont pas besoin, du moins c'est ma sensation, je parle, c'est mon point de vue. Mais je pense que les gens n'ont pas besoin de cinéma, n'ont plus le besoin de cinéma, parce on a tous ces réseaux-là, que ce soit le streaming, la manière de consommer aussi, parce que ce soit les Netflix et tout ça. Je pense que on n'est plus en demande de ça. On a une variété de médias et de points de vue. Alors, c'est là où je reviens, c'est pas point de vue, c'est que pour moi, on perd le point de vue. C'est-à-dire ce qui compte, c'est l'histoire. C'est-à-dire qu'on perd... on pense tout de suite à l'histoire. Et cette histoire-là, elle se consomme très bien en série.
elle se consomme très bien dans ces formats-là. Elle n'a pas besoin d'aller au cinéma pour le voir, tu vois. Tu vas voir une histoire. Moi, je vois déjà même des jeunes qui tiennent de façon verticale un film. Et même pas à l'horizontale son portable. C'est-à-dire que c'est même plus l'image, c'est l'histoire. C'est juste que c'est juste suivre l'histoire, quoi. Et d'avoir ça en grand format, je sais pas si les gens ont besoin de ça encore, en fait. Et je remarque dans des pays où ça se passe pas bien politiquement, en Chine, il y a une envie de cinéma. En Inde, il y a une envie de cinéma. Il y a énormément de cinéma qui se construisent en Chine. Voilà, et en Inde aussi, il y a un besoin de cinéma. Parce que la vie là-bas, voilà, c'est pas le bonheur. Mais c'est aussi la question de quel cinéma. En Chine, il y a très peu de films étrangers qui sont autorisés à être diffusés chaque année. Oui, mais ils aiment bien les films commerciaux. C'est ça qu'ils demandent, quoi, les gens. Ils demandent ce genre de film, quoi. Mais c'est différent de la France qui a longtemps soutenu le cinéma d'auteur. Bah oui, mais je pense que les gens ont pas besoin de... Ils ont besoin d'histoire, ils n'ont pas besoin de point de vue, quoi. Auteur, pour moi, c'est point de vue, quoi. Et souvent, ils ont un avis négatif sur le cinéma d'auteur français, quoi. Ça fait partie de la standardisation aussi. Hein. Il y a une façon de faire de l'auteur en France. Et les vraies propositions, je les trouve plutôt à l'étranger maintenant. Mais je sais pas dans 10 ans, tu vois, si ça tient, si c'est vraiment une politique néolibérale d'exploser le CNC, parce qu'il faut que les films d'auteur fassent beaucoup d'entrées, un truc qui veut rien dire. Je sais pas dans 10 ans si c'est bon pour le point de vue, pour des vrais regards. Ça, je sais pas. Mais ces regards, ils peuvent pas se trouver sur ces nouvelles plateformes, dans ces nouveaux formats, y compris verticaux. Je pense qu'on a un problème de quantité, quoi. Parce que moi, j'avais un film que j'aimais bien, singapourien, qui s'appelait Yellowbird, qui était sur Netflix. La chance qu'il soit vu sur Netflix, c'est peut-être parce que tu as une belle affiche. Et encore, Netflix va te montrer les films que tu as envie de voir. Donc, il y a aussi qui a accès à ces films-là et comment c'est sur quelle plateforme, quoi. Après, il y a Mubi, il y a plusieurs trucs, mais bon, faut pousser les gens à regarder, quoi. Mais je pense que voilà, si on parle d'étalonnage, l'étalonnage va plus se diriger sur des téléphones que même la télé, tu vois. Je crois plus à ça. C'est-à-dire que même, tu vois, même en pub, l'iPhone, c'est devenu une référence pour voir ton image. Parce que beaucoup de gens ont des iPhones, et puis si ça marche sur l'iPhone, c'est bon. Donc dans 10 ans, je sais pas, je pense pas que je sais pas si les gens ont besoin de cinéma. Vous travaillerez toujours sur des films d'auteur? Ou des films qui ont un point de vue, en tout cas? Après, je sais pas si je continuerai ce boulot-là, hein. ça peut-être changerait aussi. Mais si c'est des films qui ont un sens, oui, comme les documentaires. Pour moi, si ça a un sens dans la vie, oui, je continue à bosser sur ce genre de trucs. Pour moi, c'est le plus important, quoi. En parlant de documentaires, vous avez travaillé avec le cinéaste chinois Wang Bing pour ses derniers films qui s'avèrent revêtir des styles assez différents. Argent amer, sorti en 2016, suit les journées et les nuits d'ouvriers de petits entrepôts de grossistes dans une banlieue en périphérie de Shanghai. C'est un film en cinéma direct où Wang Bing est resté en immersion avec ces personnes pendant de longues périodes. Et dans un style différent, plus proche du documentaire de témoignage, d'entretien, vous avez travaillé sur les âmes mortes qui donnent la parole à des personnes qui ont vécu la révolution culturelle en Chine. Abordez-vous différemment ces deux formes de documentaires? Oui, parce que c'est vrai que ces deux films sont différents, parce que Argent en mer, c'est quand même une histoire présente, et Les âmes mortes, c'est vraiment un film avec des rushs qui étaient en DV, donc il y a quelque chose d'historique sur le temps. Donc il y a quand même une histoire même de restauration, même de matière, et de respect de matière. Parce qu'en fait, Wang Bing, alors, je vais prendre Argent en mer d'abord, mais lui, il tourne avec un Sony Alpha 7S II, donc un truc appareil photo. Et qui fait une bonne qualité. Qui a une bonne image et vraiment un rapport qualité. Et qui lui permet d'être mobile et totalement à l'obscurité. Ouais. Très très beau. Et non, le travail, c'est plutôt une continuité. Donc pour moi, c'était ma première découverte avec lui, mon premier travail, parce que c'est quelqu'un qui a pas obligatoirement confiance aux gens. Il a besoin de gens qui sont plutôt des outils pour arriver à ce qu'il cherche, tout en respectant. Hein. C'est juste que comme c'est quelqu'un qui est très solitaire, bon, déjà la capacité de rester des heures dans des endroits, c'est déjà, il y a un mental, une capacité mentale qui est étonnante. Donc Argent amer, ça a été plutôt une sorte de respect de la matière première, et ce qui est en général assez naturel dans le documentaire. Je ne cherche pas à fictionner par le rendu, de fictionner des éléments. Mais ça a été une rencontre intéressante parce que ça a permis d'avoir une confiance aussi. Et après, Les âmes mortes, c'est autre chose. Là, ça devient intéressant parce que Wang Bing, en général, bon, il est tout le temps là, mais là, avec moi, maintenant, il me laisse seul à étalonner parce qu'il y a une confiance qui s'est installée aussi.
Et donc c'était plutôt un travail aussi de mélange de restauration de DV, d'image qui était plus actuelle. Donc c'était un mélange de ça. Comment vous les mélangez justement ces images de petites caméras DV qui vont être peu définies, qui vont pas avoir les mêmes rendus de lumière, et des images plus récentes où il va y avoir plus d'informations? Comment est-ce que vous arrivez à les ajuster à l'étalonnage? Alors c'est intéressant d'avoir une différence aussi. Parce que cette différence-là montre aussi le passage du temps. C'est-à-dire que c'est pas obligatoirement de lisser le passage, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir le média qui date de cette époque-là et le média qui est de maintenant. Donc c'est intéressant en soi déjà d'être différent. Après, j'ai un peu plus, entre parenthèses, donné un style à la DV pour la rendre plus riche quelque part, et finalement, pour lui, ça a été plus proche de ce qu'il sentait. Pourtant, la DV avait quand même quelque chose une matière plus brutale, mais finalement, on l'a arrondi quelque part pour la rendre plus proche des gens, en fait. Et moins froid et clinique, en fait. Et l'image moderne, elle est plus froide et plus clinique, en fait. C'est vraiment des choses plus directes. Donc, oui, il y a une stylisation, mais il y a eu quand même respect des matières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une unification des matières entre elles, quoi. Et juste pour anecdote, c'est vrai que le film, parfois, je le travaille à 120 images secondes. Parce que souvent, on lit en temps réel pour faire l'étalonnage, mais celle-là, je la mets à 120 parce qu'il fait 8 heures, le film. Pour conclure, aujourd'hui, si vous aviez 20 ans, et que vous souhaitiez devenir étalonneur, comment feriez-vous? Quel conseil donner à un jeune qui a envie d'apprendre ce métier? Bon, déjà, je sais même pas si on a envie d'être étalonneur. Réellement. Je pense maintenant, je pense que c'est comme je disais, comme répéter un instrument, c'est-à-dire de se donner l'occasion, parce que le matos, il coûte pas un bras. Bon, il n'y a pas besoin d'acheter des écrans hors de prix, même si les écrans pas parfaitement calibrés, mais de faire pour d'autres, de s'entraîner sur des courts-métrages avec des gens qui acceptent que tu sois débutant, et d'en faire beaucoup. Et que ce soit même du YouTube, parce que YouTube, c'est plutôt généreux. Tu peux faire vraiment des contenus. Même Dia, c'est même appeler des YouTubeurs pour les aider, pour faire des trucs et les accompagner dedans, quoi. Ça, c'est la partie pour s'entraîner. Après, la version plus classique, de jouer, faire des étalonnages sur des courts-métrages, c'est toujours difficile. C'est comme le montage. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai pas un circuit classique, mais moi, je vois les gens qui commençaient dans les gros labos. C'est hyper long. T'as l'étalonneur qui veut garder sa place. Toi, tu restes assistant pendant je sais pas combien de temps. Mais maintenant, les choses changent. C'est-à-dire que, par exemple, Micros, ils ont viré tous leurs étalonneurs. Le laboratoire. Ouais. Donc, tout le monde se trouve en mode indépendant, free. Donc, peut-être essayer de trouver un étalonneur pour parler avec lui, pour être son assistant. Ça peut marcher aussi, mais ou trouver des labos qui soient assez généreux pour vous faire passer, je le vois comme ça, mais le problème c'est que comme je suis autodidacte, j'ai toujours eu peur des grosses structures, donc moi je travaillais souvent chez moi pour essayer de faire les choses, donc je suis peut-être en train de donner un exemple de bosse chez toi avec des gens, avec des potes, et entraîne-toi et fais des trucs de plus en plus intéressants. Mais je pense que ça peut être aussi une méthode, quoi. Après, dans le cinéma, non, il faut aller voir des labos, donner des coups de main à des prods aussi qui n'ont pas beaucoup de thunes. Tiens, tu peux nous faire l'étalonnage de mon court-métrage. C'est essayer de voir avec ces gens-là, quoi, si c'est possible, quoi. Et s'entraîner, c'est-à-dire vraiment que ce soit de la veille techno tout le temps. Et puis, on a de la chance, on est sur Internet, c'est facile d'avoir des infos. Donc, why not, quoi. Moi, je le vois comme ça, s'entraîner, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Yovmour, d'avoir participé à ce nouvel épisode de Négatif. Négatif, c'est aussi un site internet, négatif.co, avec des articles pour approfondir le travail de l'invité. Vous pouvez y découvrir l'ensemble des épisodes déjà publiés. N'hésitez pas à nous suivre sur iTunes, Spotify ou YouTube, et à vous abonner sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt!